on est plusieurs co-organisateurs de ce webinaire qu'on disait webinaire exploratoire sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération pour une commande publique plus efficace, circulaire et au service du territoire. Donc, je suis donc on est co-organisateur avec l'ADI. Sébastien Graal et Aline Hureau sont voilà, affichés à l'écran. Avec le soutien technique et large de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, représenté par Antoine Bonche, et la région Nouvelle-Aquitaine, Marie-Lise Barrault, qui est ici. Donc, qui vont tous les deux nous proposer des propos introductifs. Et notre intervenant expert aujourd'hui s'appelle Nicolas Frango. Il travaille pour le CIRID et il nous présentera sa structure et ses travaux. Et notamment, il est rédacteur du guide que vous allez tous, que vous connaissez peut-être, ou en tout cas que vous allez tous consulter en détail à l'issue de ce webinaire. Donc, voici le programme du webinaire qui s'affiche sur l'écran. Donc, ce temps introductif. On va avoir un petit temps de définition pour identifier de quoi on parle, et puis un temps plus large proposé par Nicolas sur l'expérimentation, les travaux réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes et le guide. Et on vous parlera à la fin de ce qui a déjà été fait en termes d'appui aux entreprises en matière d'EFC en Nouvelle-Aquitaine et des prochaines étapes que nous avons imaginées et qu'on souhaitera vous partager et avoir vos avis acteurs néo-aquitains. Alors, on a pas mal de participants qui sont hors Nouvelle-Aquitaine, donc cette dernière partie vous inspirera peut-être pour vos territoires, où on est aussi preneur de vos retours d'expérience si vous en avez. Voilà, mais sinon, le reste fonctionne sur tous les territoires en France. On peut avancer. Alors, je vais te laisser la parole, Antoine, au niveau de l'ADEME, pour nous expliquer un peu pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes représenté. Merci, bonjour à tous. Ça va être surtout dans les prochaines étapes. Moi, je vais faire un propos introductif très rapide, juste pour rappeler pourquoi l'ADEME et replacer le fait que ces travaux, ce webinaire, ils s'inscrivent bien dans le cadre des actions qu'on mène au niveau national et de leur déclinaison à l'échelle régionale en partenariat avec la région. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, en fait, comme vous le voyez sur ce schéma, finalement, ça fait partie des piliers et des axes de travail sur l'économie circulaire, ce schéma que vous avez sans doute déjà croisé. Et chaque pilier, c'est un levier pour activer et pour alimenter la transition écologique. Alors, il y a des sujets historiquement, bien sûr, qui sont développés, comme le recyclage, le réemploi, l'éco-conception, et puis également des choses comme l'écologie industrielle et territoriale. Néanmoins, pour trouver des solutions qui soient réellement alternatives et qui soient synonymes de sobriété sur l'usage de ressources, qu'elles soient matière ou énergie, et pour chercher à répondre aux ordres de grandeur aussi des défis auxquels on a à faire face en termes de réduction de nos impacts. Et puis là, on peut penser notamment au scénario proposé par l'ADEME sur Transition 2050. En fait, il y a deux piliers qui peuvent peut-être apporter beaucoup par rapport à cette sobriété et par rapport au niveau d'ordre de grandeur. C'est d'une part l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et d'autre part les achats responsables, qui constituent selon nous des pistes riches et avec des opportunités qui sont à saisir dès aujourd'hui. Alors, ça devrait permettre de faire émerger, on va en parler aujourd'hui, des nouveaux modèles économiques et des nouvelles coopérations. Et donc, on est très heureux de pouvoir mettre en synergie à cette occasion-là nos actions régionales sur ces deux piliers, avec notamment le partenaire ADI avec lequel on a un travail sur ce sujet-là, et avec le réseau associatif 3AR, qui travaille sur les achats publics responsables d'autre part, et qui sont deux relais que l'ADEME et que la région soutiennent depuis des années. Et donc, c'est quand même assez intéressant de pouvoir se faire rencontrer ces deux piliers-là, de l'offre et de la demande. Voilà pour mon propos introductif. Et je laisse la parole à Marie-Lise, je crois, maintenant.
Merci. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Antoine. Donc Maryse Barraud, je suis chargée de mission économie circulaire à la région de Nouvelle-Aquitaine et je travaille sur la feuille de route économie de la fonctionnalité de la coopération qu'on copilote avec l'ADEME depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Pour prendre la suite un peu de cette introduction par Antoine de pourquoi l'EFC, expliquer pourquoi l'EFC dans les priorités régionales, sachant que au sein de la région de Nouvelle-Aquitaine, on l'aborde au croisement de 3 feuilles de route régionales. Tout d'abord, la feuille de route Néoterra, qui est notre feuille de route en matière de développement durable, pour laquelle il y a une ambition en matière de transition des entreprises, dans laquelle on identifie l'économie de la fonctionnalité comme un enjeu prioritaire, et une ambition aussi de l'économie circulaire, dans laquelle le pilier de l'économie de la fonctionnalité doit être tout particulièrement développé. C'est au croisement aussi de la politique de développement économique avec notre schéma régional de développement économique, notre SRDE2I 2022-2028, où il y a le chantier 1.2 qui a pour objectif de mettre l'économie circulaire au service des transitions et de la souveraineté des territoires, sachant que voilà, à travers l'économie circulaire, il y a un enjeu de souveraineté qui est identifié et un enjeu de diminuer le prélèvement des ressources avec l'achat responsable et avec l'EFC. Et troisième brique dans ces politiques, dans ces priorités régionales, il y a le volet déchets du SRADET. Donc le SRADET, le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. Et l'objectif, notre ex-plan régional de prévention des déchets est devenu le volet déchets du SRADET, dans lequel il y a des objectifs de prévention et de gestion des déchets, et dans lequel on a une feuille de route en matière d'économie circulaire. Et c'est pour cela que la région s'est dotée d'un programme de déploiement de l'économie de la fonctionnalité, dans l'objectif d'arriver à faire de ce levier un moyen pour les entreprises d'améliorer leur capacité à faire face aux transitions et aux changements de modèle à opérer. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Qui nous amène à vous présenter la manière dont on a structuré notre feuille de route régionale. Je le rappelle, qui est copilotée avec l'ADEME et qui est animée par ADI. On s'appuie sur des ressources que sont Athémis, qui est le laboratoire référent en matière d'économie circulaire, sur Picaya, sur la PESA et sur l'IEEFC, l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, notre programme de déploiement, il se structure en 3 axes. Une phase, un axe d'accompagnement, un axe de sensibilisation et un axe de communication. Sur la partie accompagnement, on propose des parcours d'accompagnement aux entreprises, des promotions et des parcours d'acculturation. Si jamais il y a des entreprises dans ce webinaire qui souhaitent suivre la promotion à venir, nous sommes encore en phase de recrutement pour cette future promotion 2024. Vous pouvez encore vous joindre à nous. Et nous proposons également de la sensibilisation. Cet atelier, ce webinaire en fait partie, différents ateliers de sensibilisation pour aller toucher les différentes filières, les différents enjeux autour de l'EFC. Et nous proposons tout un programme d'animation et d'événements que vous pourrez retrouver sur la page ADI dédiée à l'EFC. Et donc, toutes ces informations, comme je le disais, se retrouvent sur la page ADI. Et nous avons également un autre angle d'attaque dans ce webinaire, donc c'est la commande publique. Pour nous, la commande publique, c'est un moyen de faire effet levier pour ouvrir aux entreprises qui se lanceraient dans l'UFC, ouvrir des marchés via la commande publique. La politique des achats responsables à la région Nouvelle-Aquitaine, elle est structurée par le SPASER, donc le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Il a été adopté depuis décembre 2018, c'est une obligation réglementaire et il est plus fortement animé depuis 2021-2022. Il a différentes grandes orientations. Une qui porte sur comment la commande publique peut être un levier de développement pour les TPE et les PME, comment elle peut soutenir l'USS,
pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté. Comment elle peut promouvoir l'égalité dans l'emploi et lutter contre des formes de discrimination, comment elle peut être un facteur d'achat responsable, comment elle peut améliorer l'efficience des actes d'achat responsables en professionnalisant des acteurs de l'achat, et comment elle peut favoriser l'innovation technologique et sociale. Ces grandes orientations, elles prennent corps donc dans le SPASER, sachant que le SPASER, il recouvre toute la commande publique de la région, et que la commande publique, l'achat public de la région, ça représente 670 millions d'euros à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine en 2022, et c'est 750 marchés et contrats de concession. Donc c'est quand même un effet levier conséquent, je pense, pour le tissu économique qui vient y répondre. Voilà un peu pour les grandes orientations dans lesquelles la région, dans lesquelles on est encadré à la région pour travailler à la fois l'UFC et la commande publique. Et je laisse ensuite la parole aux experts plus en lien sur ce sujet pour nous parler spécifiquement de l'UFC et de la commande publique et de l'achat public. Moi, je vous fais un petit rappel rapide. Pourquoi se pencher au sujet de la commande publique? Et donc, ça va vraiment dans le sens de ce que vient de dire Marie-Lise. Donc, le montant, le volume d'achat de 675 millions d'euros annuel, c'est le volume d'achat de la collectivité, région Nouvelle-Aquitaine. Mais le volume d'achat global par les acheteurs publics en région, c'est beaucoup plus conséquent. Ça se compte plutôt en milliards, alors les chiffres diffèrent entre ce qui est visible et ce qui est recensé, et puis la réalité. On est environ autour de 10% du PIB, donc ce qui donne en France, donc ce qui donnerait en région Nouvelle-Aquitaine à peu près 17 milliards d'euros chaque année. Donc c'est un levier économique qui est carrément conséquent. Alors, un levier économique qui est conséquent, et puis la diapo d'après vous rappelle quelques actualités réglementaires pour en rajouter un petit plus dans notre argumentaire. Le code de la commande publique, donc, qui est en vigueur depuis 2019, impose un certain nombre de considérations, en tout cas vous encourage et vous impose pour certaines notions des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics. C'est venu renforcer carrément par la loi climat et résilience. Est-ce que vous savez, vous pouvez mettre dans le chat la part de considérations environnementales qui seront obligatoires dans les marchés publics d'ici 2026. Vous avez 3 minutes. Le premier qui donne la bonne réponse a droit à des applaudissements généraux. Ouais, Jean-Christophe, tu as droit à nos applaudissements. 100% de considération environnementale dans les marchés publics d'ici 2026. Sur certaines familles d'achat, ce sera probablement avant, puisqu'on attend la loi industrie verte et qui voudrait accélérer cet élément. Merci pour les bravos pour Jean-Christophe et Nathalie aussi. Bravo. Si on revient sur d'autres aspects réglementaires favorables pour l'achat durable, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Alors, l'ensemble des acheteurs publics présents ici le savent. Il y a un article qui s'appelle l'article numéro 58 qui vous oblige sur un certain nombre de familles d'achat d'intégrer des enjeux d'économie circulaire, en particulier d'intégrer des produits issus du réemploi. Les textes d'application sont en révision, mais en tout cas, on est vraiment dans cet esprit que le législateur mobilise la commande publique pour aller vers de nouveaux modèles économiques, et notamment en faveur de l'économie circulaire et de la réduction du gaspillage. Donc ça, c'est le côté un peu qui vous cadre et qui vous oblige. On a un outil qu'on a développé avec le réseau Reseco et dans le cadre du plan national pour des achats durables, qui s'appelle la REF, qui vous recense l'ensemble de vos obligations réglementaires en matière d'achat durable. Le joli dessin, le joli fascicule à droite, c'est le PNAD, le plan national pour des achats durables dont je viens de parler, qui est un plan qui est piloté par le commissariat général au développement durable au niveau national et qui a pour objectif d'anticiper et d'accompagner l'atteinte de ces obligations d'achat responsable d'ici 2026. Donc, c'est un plan d'action qui est déployé entre 2022 et 2025. En région, les réseaux régionaux, donc nous, on est le réseau régional de l'achat public responsable. Il y en a d'autres. Le territoire français
commence à être sérieusement maillée pour justement accompagner les acheteurs publics à monter en compétences, à s'intéresser, à valoriser, partager leurs expériences, favoriser les échanges et les rencontres. Ça, c'est notre objet associatif, mais globalement, sur chaque territoire, il y a des structures qui sont en train de se monter de manière similaire. Bon, nous, au niveau 3R, ça fait un moment qu'on existe. On a fêté nos 10 ans cette année. Donc, on commence à être un petit peu identifié, mais je pense que tout le monde ne nous connaît pas encore sur les territoires. On propose de nombreuses modalités d'intervention, des formations, des temps d'échange acheteurs-fournisseurs, des temps d'échange entre acheteurs, de l'outillage, des guides, des webinaires d'information ou exploratoires tels que celui-ci. Des dispositifs, alors conseil adhérent pour nos adhérents, qui est un conseil un peu poussé, et puis pour tous les acheteurs publics, et justement dans le cadre de ce plan national pour des achats durables, un dispositif qui s'appelle Guichet Vert, qui est déployé sur tous les territoires en France. Donc, vous avez le petit logo en bas, et puis quelqu'un mettra peut-être le lien sur le chat, je vous le mettrai tout à l'heure. Donc, si vous, à l'issue de ce webinaire, vous avez envie ça vous donne des idées, eh bien, c'est un dispositif que vous pouvez tout à fait activer, et on vous donne un conseil environnemental de niveau 1 dans vos achats publics. Et autre action qu'on mène de manière assez régulière et depuis les débuts, c'est des opérations collectives sous format d'appel à manifestation d'intérêt. On en a une là qui vient d'être lancée sur les schémas de promotion des achats responsables, SPASER. Donc, si vous avez suivi ce que disait Marie-Lise, c'est une obligation pour un certain nombre d'acheteurs, en tout cas les acheteurs qui achètent pour plus de 50 millions d'euros, acheteurs publics qui achètent pour plus de 50 millions d'euros hors taxes chaque année. Et donc, on va, dans le cadre de ce dispositif d'accompagnement, creuser tous ensemble le sujet de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Ça fait donc un quart d'heure qu'on vous parle d'EFC ou d'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Sébastien et Aline, je vais vous laisser la parole pour nous expliquer un petit peu plus de quoi on parle, nous expliquer le contexte et voilà, pourquoi une réflexion sur de nouveaux modèles économiques et de quoi est-ce qu'on parle concrètement. À vous deux. Merci beaucoup, Anne. Et donc oui, donc effectivement, donc on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. N'hésitez pas en tout cas tout au long de notre présentation à poser des questions dans le chat, alors de préférence dans le chat à l'écrit, et on essaiera de rebondir justement sur les questions au fur et à mesure pour voilà, vraiment privilégier le dialogue aujourd'hui. On est vraiment dans le but d'essayer de voilà, vous présenter cette démarche-là sur laquelle on travaille. En sachant que je vais passer une quinzaine de minutes là-dessus, avant de laisser la place au retour d'expérience donc de Nicolas Frango qui est avec nous aujourd'hui, puisque il a eu l'occasion de travailler sur un projet d'expérimentation à plutôt grande échelle et de manière assez approfondie. Donc ce sera très intéressant de mettre le doigt dans le cœur de la machine, quoi. Donc, sans plus attendre, donc derrière l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, donc comme on l'a dit, c'est très en lien avec l'économie circulaire. Et il y a une volonté en fait à l'origine effectivement de répondre aux limites auxquelles le système économique se confrontait aujourd'hui, alors qu'elles soient sociales ou environnementales, mais de manière générale des limites quand même de plus en plus prégnantes. Et donc à la région, à l'ADEME, à ADI, on a voilà cette conviction que les entreprises, et pas que les entreprises d'ailleurs, mais aussi structures de l'ESS, acteurs économiques, sont des acteurs essentiels du territoire pour mener justement à bien cette transition écologique et sociétale. Et donc, ça posait la question de comment on peut répondre à ces impacts et à ces limites, là où bah, voilà, il y a des initiatives et des choses qui se développent qui sont très intéressantes, mais qui peuvent parfois, comme la RSE, être développées à côté du modèle économique même de l'entreprise et du cœur même de son activité, de pourquoi elle est là. Et donc, du coup, derrière les réflexions autour de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, il y a une vraie réflexion sur, au cœur du modèle économique même, comment on peut remettre ce modèle en question pour qu'il sorte d'une logique de volume d'extraction liée à une extraction de ressources de plus en plus importante, puisqu'il y a un développement des entreprises par un accroissement du volume de vente et donc de fabrication et donc d'extraction. Et je parle de ça pas uniquement pour les entreprises industrielles, mais ça marche aussi pour les entreprises de services qui, certes, ne sont pas forcément liées à des extractions de marchandises, mais peuvent avoir des impacts de plus en plus importants.
Et donc, j'ai mis ici le schéma de la théorie du donut. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette théorie, mais de mettre en lien à la fois les limites planétaires qu'il faut essayer de ne pas dépasser. Alors, c'est un peu mal barré, puisque je crois qu'on a dépassé la 7e la semaine dernière, mais enfin, voilà. Donc, à la fois d'avoir ce plafond environnemental, mais aussi ce plancher social et de garantir des conditions décentes d'existence pour tout le monde. Et donc, du coup, dans cette logique de comment on peut concilier ces deux éléments en repensant la question du modèle économique des entreprises. Donc, de là, on arrive à cette réflexion qu'on ne peut pas avoir une transition écologique et sociale sans une transition économique, sans une transition des modèles économiques. Et donc, en fait, tout le cœur de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, c'est d'essayer justement de répondre à toutes ces limites-là par l'innovation servicielle et la coopération, c'est-à-dire développer plus de services et surtout de mettre la production, les produits au service du service, d'une certaine manière. Donc, comme je disais, cette logique de sortir de la logique de volume, c'est-à-dire voilà, je vends un produit, et enfin, je conçois, je fabrique et je vends un produit, et mon développement ne passe que par l'accroissement du volume de vente, mais plutôt d'aller vers une proposition de valeur qui va être centrée sur ce qu'on appelle la performance d'usage. C'est concrètement en quoi l'usage de mon produit permet de répondre à un besoin auprès de mon client, et pas seulement auprès de mon client, mais des bénéficiaires, des utilisateurs. Et cela, ça invite à prendre conscience des effets utiles et des externalités, donc des concepts vraiment clés dans l'économie de la fonctionnalité. C'est concrètement quelle utilité et quels effets utiles j'attends de mon produit auprès de mon client, en quoi ça va effectivement permettre de répondre à son besoin, mais aussi les externalités, c'est-à-dire en fait les choses qui se révèlent une fois que j'ai délivré mon produit ou service auprès de mon client, des externalités qui peuvent être positives, des choses que j'avais pas forcément prédit, mais qui en fait changent complètement la vie de mon client et j'y avais pas forcément pensé. Et en fait, une fois que je me rends compte, il faut que j'essaie de l'intégrer dans mon modèle, puisque je me rends compte que ça, c'est quelque chose que j'avais pas prévu, mais c'est positif, ça crée de la valeur. Donc voilà. Mais aussi négatif et cette nécessité d'être conscient de prendre en charge ces externalités. Externalités négatives qui se créent au fur et à mesure. Et donc voilà. Et ça ça conduit à essayer de valoriser son activité pour ce qu'elle est réellement et se rendre compte que parfois l'utilité de nos produits ou de nos services va beaucoup plus loin que ce qu'on était imaginé et de la simple promesse de vente. Et donc, tout ça, par contre, ça nécessite de co-construire son offre avec ses clients et avec ses partenaires, puisque sinon, on ne peut pas se rendre compte de ces fameux effets utiles si effectivement ils sont remplis, et des externalités qu'on ne peut pas faire révéler ces externalités-là si on ne passe pas du temps aussi avec ses clients à s'assurer, à discuter de l'usage des produits et des services, et aussi à coopérer avec ses partenaires avec lesquels on travaille pour s'assurer que tout le monde y trouve son compte dans cette production-là. Et donc, ça invite aussi à sortir d'une logique de concurrence, et c'est aussi pour ça que très rapidement, après le C de la coopération, c'est rajouté à l'économie de la fonctionnalité. Et enfin, ça invite aussi à ancrer son entreprise à un territoire, à un écosystème, et à répondre par son activité au-delà même des effets utiles et des externalités qu'on peut créer pour son client et ses bénéficiaires, aussi à des enjeux territoriaux. Comment, moi, mon modèle économique innovant de mobilité de vente de la mobilité plutôt que des voitures, ça répond aussi à des enjeux territoriaux d'une meilleure mobilité pour le territoire. Enfin voilà, c'est un exemple. Si je donnais cet exemple-là, c'est parce qu'on assimile très souvent l'économie de la fonctionnalité à en tout cas, la présentation la plus simple qu'on pourrait donner de l'économie de la fonctionnalité, c'est comment effectivement on remplace un produit par la vente d'un usage. Et donc, ça peut passer par exemple de la mise à disposition de mon produit auprès de mon client. Je reste propriétaire de mon produit, mais par contre, j'essaie de me rémunérer aussi sur tout un tas de services tout au long de l'usage de ce produit pour m'assurer que les effets utiles attendus soient effectivement remplis et que ça puisse créer aussi des externalités positives. Et en même temps, la mise à disposition peut réduire aussi les externalités négatives, puisque je ne suis plus incité à vendre. Donc, je ne suis plus incité potentiellement à faire de l'obsolescence programmée ou à minima de vendre à une fréquence relativement aiguë. Et donc, derrière,
dans cet objectif de performance d'usage, on peut arriver effectivement à limiter ces externalités négatives tout en étant plus pertinent auprès du client. Et donc, c'est vraiment ça, l'EFC. Donc, oui, je dis rapidement l'EFC parce que c'est un petit peu plus court, un peu plus pratique. L'EFC, c'est vraiment cette chose-là, comment on peut mettre les produits au service du service et comment on peut intégrer les produits qu'on fabrique dans une offre intégrée de biens et de services qui répondent, encastrées en elles-mêmes, à une performance d'usage. Et donc, ça implique du coup de raisonner en coût global, en fait, parce que une entreprise qui propose, par exemple, une machine éco-conçue, beaucoup plus robuste, qui certes coûte beaucoup plus cher à l'achat, si elle passe à une logique de performance d'usage et donc de mise à disposition, par exemple, plutôt que de vente, ça lui permet d'être quand même compétitive, puisqu'on se rémunère effectivement sur le temps long et sur l'usage de la machine, là où en fait, si elle reste dans une logique de vente, elle n'est pas du tout compétitive face à des personnes, dans un cas effectivement où on est dans une logique du moins 10 ans et qu'on ne se pose pas la question des impacts environnementaux derrière. Mais ça implique effectivement d'avoir une vraie relation de coopération et de confiance avec le prestataire, et donc de s'engager sur le long terme, d'entrer un petit peu plus d'entrer vraiment en coopération avec les acteurs, pour savoir s'assurer de l'usage qui est fait de nos produits. Et aussi d'avoir une approche territoriale, comment on prend en charge un enjeu et comment on s'assure en coopération avec d'autres acteurs qu'on peut effectivement répondre efficacement à cet enjeu. L'enjeu qui peut effectivement, comme j'ai dit, être l'alimentation, la mobilité, la transition énergétique, l'éducation, que sais-je encore. Et donc, voilà. Et ça, cette économie à fonctionnalité, c'est vraiment un des piliers de l'économie circulaire, puisqu'elle peut permettre, par des modèles économiques innovants, de créer les espaces de compétitivité et d'opportunités pour, par exemple, de l'éco-conception, du réemploi, des choses qui, peut-être dans une logique de volume classique, pour être moins compétitif que les autres, et ben là, ça peut vraiment créer ces opportunités-là, de la même manière qu'il peut y avoir des liens assez évidents aussi avec l'écologie industrielle et territoriale, puisqu'on parle effectivement de coopération, de mise en commun aussi et de créer des offres plus pertinentes ensemble, et aussi effectivement, comme on le verra plus tard, avec les achats responsables. Alors, très rapidement, je vais quand même vous donner 2 exemples, ce sera quand même plus parlant et peut-être qu'après ça, je répondrai aux questions, mais peut-être que voilà, les exemples permettront peut-être de répondre à des interrogations que vous faites. Donc j'ai essayé de choisir 2 entreprises qui, voilà, ont été accompagnées il y a un petit bout de temps et ils se sont vraiment engagés dans cette démarche EFC depuis plus d'une dizaine d'années. Et en plus, ce sont des entreprises qui, alors à des échelles différentes, ont des liens directs avec des acteurs publics dans leur activité. Donc la première, c'est Isovation. Donc c'est une entreprise effectivement d'Avignon qui est à l'origine un fabricant d'emballages isothermes, principalement à destination des labos pharmaceutiques, des grands transporteurs alimentaires, des Pomona, des Häagen-Dazs, des choses comme ça, et dont le rôle effectivement est de fabriquer des emballages suffisamment performants pour maintenir des produits thermosensibles, et s'assurer du maintien de la chaîne du froid. Et en fait, au milieu des années 2000, ils se posent la question de OK, mais moi je me pose la question de mon impact et en fait, que deviennent mes produits une fois que je les ai vendus? Je pourrais très bien ne pas me poser la question, hein. Je conçois, je fabrique et je vends, ça se passe très bien, mon chiffre d'affaires augmente chaque année, voilà. Mais quand même, il y avait le dirigeant qui se posait cette question-là et se dire: «Mais quand même, qu'est-ce qu'ils deviennent mes produits? Est-ce qu'in fine, ils servent vraiment à quelque chose?» et tout ça. Et en fait, en discutant un petit peu avec ses clients, il se rend compte que, les clients, il n'y a pas forcément un usage optimisé de l'emballage, disons. Les équipes manutentionnaires sont pas formées à ça, peut-être qu'ils l'utilisent pas aussi longtemps qu'ils ne pourraient l'être, parfois ils en prennent pas soin et puis de manière générale, il y a des pratiques tout au long de la chaîne du froid qui sont, assez défaillantes comme, voilà, des personnes qui peuvent laisser ouverte, la porte, du camion pendant 3 heures, le temps de décharger, alors peut-être aussi pour
pour des raisons très particulières, peut-être même de conditions de travail, des choses comme ça, mais en tout cas, le fait est que la performance d'usage du maintien de la chaîne du froid n'est pas remplie, alors même que les produits sont très performants et tout ça. C'est pas le problème, en fait. Mais il se rend bien compte que pour répondre aux besoins réels de son client, le besoin réel de son client, c'est pas d'avoir des milliers de boîtes, c'est d'avoir le maintien de sa chaîne du froid pour ne pas perdre des produits et in fine, faire des économies aussi et ne pas perdre d'argent, quoi. Et aussi pas faire de gaspillage. Et donc en fait, quand à partir du moment où il se rend compte que son produit ne permet pas de répondre à tout, enfin, il ne peut pas être la seule réponse à cette performance d'usage du maintien de la chaîne du froid, alors tout de suite, il entre dans cette réflexion et à travers un accompagnement UFC aussi, de comment en fait je peux, en fait devenir un expert du maintien de la chaîne du froid et c'est ce qu'il est devenu et c'est comme ça qu'il se présente, alors qu'auparavant il se présentait comme fabricant d'emballage. Et aujourd'hui, il continue de vendre des emballages, mais liés à une performance d'usage qu'il garantit auprès du client. Voilà, enfin, avec certains clients, il arrive à garantir, à dire, bah, je vous garantis qu'on va baisser votre taux de perte de produit de tant de pourcents. Et ça passe effectivement par la fourniture d'emballage, mais aussi du conseil, de la formation, de l'analyse de données dans les camions et tout ça sur des contrats de performance qui rémunèrent, la baisse des pertes de produits et comment on peut se partager ces économies que vous créez. Et donc cette entreprise-là, effectivement, elle arrive à décorréler son modèle économique d'une logique de volume. Et c'est ce qu'elle a fait notamment dans le cas d'un contrat public avec le département de la Vendée qui avait émis un appel d'offres pour avoir une aide, d'abord des réflexions d'audit et de fourniture de matériel pour améliorer l'approvisionnement en produits frais alimentaires de l'Île-Dieu, donc un territoire insulaire avec des vraies questions en termes de maintien de la chaîne du froid sur la logistique. Et en fait, ils ont passé 3 jours sur place avec leur calepin à suivre en permanence les différents acteurs de la chaîne, les transporteurs, les restaurateurs, les supermarchés, à analyser, à poser à faire de l'analyse de données un petit peu partout tout le long de la chaîne. Et en fait, en produisant simplement un audit et en proposant des pistes d'amélioration, des pratiques tout au long de la chaîne, ils ont réussi à réduire le taux de perte des produits frais de 80% avant même d'avoir vendu un seul emballage. Et où là, on a vraiment un exemple de complètement décorrélé d'une logique de volume de vente matériel, avec d'une entreprise qui à la base est quand même fabricante, industrielle, mais qui, en mettant en avant sa question de répondre à cette performance d'usage du maintien de la chaîne du froid, arrive à être pertinente sans forcément passer par une logique matérielle. Donc voilà, ça c'était le premier exemple. Et donc Urbaneo, qui est une entreprise qui est conceptrice et fabricante de mobilier urbain, donc principalement des abribus, mais pas que, aussi des candélabres et des choses comme ça. Et donc en fait, à l'origine, on est une entreprise effectivement qui fait de la conception, de l'assemblage, de la vente et de l'installation et maintenance de mobilier urbain non publicitaire. Et donc elle travaille quasi exclusivement, même exclusivement d'ailleurs avec dans le cadre de marchés publics, sur des réseaux de transport etc. Et donc il y a déjà d'une part, effectivement une volonté dans les années 2000 d'éco-concevoir leurs produits, de produire du mobilier beaucoup plus robuste, qui tiennent plus longtemps, avec des matériaux durables etc. Et où en fait, en tout cas à cette époque-là, il y avait une concurrence sur les marchés publics qui se faisait uniquement sur le prix et où en fait tout ce qui était avantage écologique était complètement hors marché, donc pas de marché pour eux et pas en fait de capacité de différenciation vis-à-vis de produits et de concurrents qui étaient moins chers là-dessus. Et en fait, dans le même temps, il y a eu aussi une réflexion sur le fait que la question du transport, eux, ne pouvaient répondre qu'à un certain lot du marché de la gestion d'un réseau de transport, qui était effectivement la vente, l'achat, l'installation et la maintenance de mobilier urbain. Et du coup, tout ça, lié à un accompagnement EFC, les a poussés à passer de l'éco-conception de mobilier urbain à aller carrément vers la performance d'usage, qui était la mobilité durable, et contribuer à une meilleure mobilité durable et transport en commun sur le territoire. Et où en fait, ça
ça l'a amené progressivement à proposer aujourd'hui des contrats de service global avec la mission de garantir ce qu'ils appellent un service parfait, quel que soit le nombre d'interventions qu'ils font, le nombre de vides cassés, le nombre de réparations, d'interventions de maintenance, etc., etc. Mais en tout cas, d'avoir une logique globale de maintien du réseau de transport dans une qualité optimale. Et en fait, ils y sont arrivés notamment avec plusieurs collectivités, où il y a eu des vraies relations de confiance et de coopération là-dessus pour arriver de plus en plus à cette logique globale et de réponse à une performance d'usage. Et le milieu le plus le projet le plus abouti, ça a été avec la communauté d'agglomération du Libournais, donc en Nouvelle-Aquitaine, et où en fait c'était la communauté d'agglomération qui en 2018 venait de récupérer la compétence transport. Il s'est posé la question de comment on peut du coup faire la refonte de notre réseau de transport maintenant qu'on vient de récupérer la compétence. Il y avait vraiment beaucoup de travail. Il y avait effectivement du mobilier à acheter, mais aussi du mobilier à réparer, du mobilier à remettre en condition, à nettoyer, etc., etc. Donc il y avait vraiment des choses très différentes. Et puis en même temps, il y avait une question de comment on peut avoir ce réseau plus performant avec un affichage qui soit plus clair aussi pour les gens, qu'on puisse le mettre en lien avec du covoiturage, avec pas mal de choses, qui puisse être multifonctionnel en fait. Et donc en fait, le chargé de mission achat à l'époque s'est dit, OK, je veux pas un marché à l'outil. Et je vais commencer à faire du sourcing pour essayer de voir s'il n'y a pas des entreprises qui effectivement pourraient répondre de manière globale à cette offre. Et en fait, c'est comme ça qu'ils se sont mis en lien, qu'ils ont appris la connaissance d'Urbaneo, qui proposait cette offre-là. Et ça les a conduits à construire un marché de gestion du réseau sur la partie immobilier globale d'achat, de maintenance, de nettoyage, d'installation des candélabres, de choses comme ça. Alors qu'auparavant, la plupart de ce type de marché était très alloti, avec des marchés à bon de commande pour chaque lot du marché. Et en fait, c'est ce que le président d'Urbaneo m'expliquait encore la semaine dernière, c'est que c'est vraiment le fait que le marché soit non alloti, sans allotissement effectivement des activités, qui lui a permis du coup d'avoir cette réponse globale qui lui était en mesure de mettre en place, puisque auparavant il s'était retrouvé sur d'autres marchés où en fait il y avait un nettoyeur qui était chargé du nettoyage, un mainteneur qui était chargé de la maintenance, un livreur qui était chargé de livrer le matériel, et où en fait on avait des nettoyeurs dont la compétence même est le nettoyage, et pas forcément le même mobilier urbain. Et donc du coup, ils étaient chargés contractuellement, par exemple, de faire des comptes rendus sur le niveau des dégradations du mobilier urbain, mais en fait ils n'étaient pas en capacité de le faire puisqu'ils n'avaient pas cette compétence, puisque eux en fait c'est des nettoyeurs. Et donc voilà, c'était vraiment ce non-allotissement des activités, et qu'il arrive de plus en plus justement par le fait de rencontrer des acheteurs qui veulent être de plus en plus responsables, qui font ce travail de sourcing, etc., d'avoir, il a vraiment salué, c'est effectivement l'émergence d'une d'une génération d'acheteurs qui effectivement essayent d'avoir ces pratiques d'achat responsable, de sourcing, notamment d'approche fonctionnelle du besoin, qui du coup, lui et d'autres entreprises qui aussi se développent, ça peut leur permettre aussi de répondre de manière globale à cette question dans cette logique de performance d'usage. Donc voilà, ça c'était les deux premiers exemples que je voulais vous partager. Ouais, donc peut-être qu'on peut On va peut-être pouvoir te laisser respirer une seconde, ouais, pardon. Quelle foulée! J'espère que c'était clair en tout cas. Mais il y a peut-être des questions qu'on va pouvoir commencer à prendre dans le chat. Il y a une question qui est posée et que j'allais poser aussi. Enfin, en tout cas, je pense qu'on va s'appuyer sur Nicolas qui va nous présenter les retours d'expérience en Rhône-Alpes, parce qu'effectivement, l'allotissement, c'est la norme. On doit allotir dans les marchés publics, notamment dans une notion d'ouverture aux TPE, PME de la commande publique, donc de liberté d'accès à la commande publique. Pour autant, moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est l'approche fonctionnelle de son besoin et le sourcing, qui sont des leviers
hyper important dans la commande publique. Donc là, en l'occurrence, sur cet exemple très précis, on est arrivé effectivement à ne pas trop le dire finement, mais c'est vrai que Christine, je reviens un peu avec vous sur c'est le principe de lotissement systématique dans la commande publique. Mais du coup, je pense que Nicolas, on va vous laisser la parole parce que on vous a demandé de nous expliquer un peu concrètement, un peu le côté mode opératoire, comment je m'y prends. Je suis acheteur public, ça m'intéresse. J'ai un peu compris effectivement que c'est une nouvelle notion, enfin c'est une notion qui est très vaste, dans laquelle on s'intègre beaucoup de, finalement, une révision des modèles économiques et donc dans nos façons d'acheter classiques, on n'a pas forcément toutes les clés. On a, alors, au sein du réseau, les clés pour acheter responsable. Je pense que c'est les mêmes. Mais en l'occurrence, peut-être que là, vous allez aller un peu plus loin et nous présenter ce qui s'est passé dans une expérimentation que vous avez pilotée en Rhône-Alpes. À vous la parole. Merci. Alors déjà, pour mettre un petit peu de contexte, donc moi je suis Nicolas Frango, je travaille au CIRID. Le CIRID, c'est le Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable. Donc on est basé à Saint-Étienne et on travaille sur notamment les sujets d'économie circulaire et donc de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Depuis un petit moment. Pour info, alors je ne sais pas si vous connaissez par exemple Recita, qui est le réseau Nouvelle-Aquitaine Économie Circulaire. Donc c'est nous qui sommes derrière sur la plateforme. Donc on a ce réseau-là de plateformes en économie circulaire sur toute la France et même sur d'autres territoires. En dehors de la France, comme au Québec ou sur la Suisse également. Donc voilà, on essaye aussi de diffuser avec des partenaires comme ici ces sujets-là. Donc en 2019, en fait, on a travaillé avec l'ADEME qui nous a dit, voilà, l'économie de la fonctionnalité, ça semble être une voie intéressante d'innovation du modèle économique. On commence à voir des programmes destinés aux entreprises. Maintenant, on sait que la commande publique est un levier important et intéressant, comme le rappelait Anne. Donc voilà, on va voir ensemble comment est-ce que ça peut se transposer dans ces sujets-là de commande publique. Donc du coup, le CIRID, nous, on a mené cette expérimentation sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 4 acteurs différents, avec le département de la Loire, avec la ville de Grenoble, avec la communauté d'agglomération de Valence-Mondant, et puis avec la métropole du Grand Lyon. Donc là, vous voyez les différents marchés qui ont été concernés par cette expérimentation-là. Et puis, on a résulté un guide qui s'appelle « Comment intégrer l'EFC dans la commande publique ». Qui doit être votre nouvelle Bible, votre nouveau livre de chevet. D'ailleurs, je vais vous partager directement le lien sur lequel vous pouvez le retrouver. Et je vous invite vraiment à le parcourir. Il y a des fiches retour d'expérience, il y a des fiches parcours, il y a des outils aussi que vous pouvez retrouver. Donc, c'est assez intéressant. Autre point peut-être qui explique pourquoi je vais témoigner aujourd'hui, c'est que dans ma vie avant le CIRID, je travaillais à la métropole de Lyon sur l'économie circulaire en tant que chargé de mission économie circulaire et j'ai eu l'occasion de travailler avec le CIRID du coup sur cette expérimentation-là sur le marché de fourniture de gants que je vais vous présenter. Donc c'est un retour d'expérience que je vous fais avec les 2 casquettes, on va dire, une un peu plus ancienne côté collectivité et une avec ce côté, on va dire, acteur qui a porté en partie cette expérimentation. Et comme le disait Sébastien, n'hésitez pas à mettre vos questions aussi au fur et à mesure dans le chat. Comme ça, on pourra y répondre au fur et à mesure.
Donc, Sébastien, je peux te laisser passer à la prochaine slide. Merci. Donc, pour mettre un petit peu de contexte, alors plus, on va dire, au sein de la collectivité, donc de la métropole de Lyon, pour le coup, comment est-ce que cette action-là, elle est arrivée? Elle est arrivée par plusieurs biais, en fait. Déjà, il y avait une stratégie qui était en place depuis 2017-2018, une feuille de route sur l'économie circulaire, avec un axe qui était une métropole exemplaire. Donc là, il y avait une volonté politique de travailler sur ces sujets d'exemplarité et du coup de test, du coup de s'appliquer quelque part à nous-mêmes ce qu'on essayait de pousser avec les autres. Donc, il se trouve qu'il y a eu cette stratégie économie circulaire. L'économie de la fonctionnalité de la coopération peut faire partie des piliers de l'économie circulaire. Une volonté politique forte. Il y avait une réflexion qui était en cours aussi sur la construction d'un SPAR, puis d'un SPASER. Et cette action d'expérimentation qui était proposée du coup par le CIRID et par l'ADEME, qui s'appelle l'action COFP pour commande publique et économie de la fonctionnalité. Donc on va dire qu'il y a une convergence de plusieurs sujets qui a fait que on s'est lancé dans cette expérimentation-là. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? L'idée de ce retour d'expérience, c'est d'essayer de détailler un petit peu les différentes étapes qu'on a pu parcourir, juste du recensement, on va dire, des marchés jusqu'à la publication du marché. Et du coup, de ce que ça a donné également. Donc, les premières étapes, forcément, c'est de recenser les marchés qui étaient en cours, les marchés qui étaient à venir, parce que forcément, qui dit expérimentation dit aussi temps un petit peu plus long pour construire la démarche, pour construire une nouvelle approche. Donc là, déjà, ça a été un gros morceau parce qu'il n'y avait pas d'outils qui permettaient de recenser de manière exhaustive tous les marchés, vu que les différentes fonctions d'achat étaient éclatées en fait dans les différentes directions. La métropole de Lyon, c'est un territoire qui est assez important avec plus d'1 million d'habitants. Il y a plus de 6000 agents dans la métropole, donc avec un nombre de marchés qui est assez conséquent. Donc on a recensé environ 800 marchés sur cette première phase. Et quand on arrive avec ces 800 marchés, on se dit bon, où est-ce qu'on va maintenant? Parce qu'on peut vite se perdre. Donc, comme je le disais, le calendrier, c'est forcément un critère qui est important. Il ne faut pas que ce soit trop proche non plus pour ne pas bâcler, entre guillemets, le travail. Et dans une démarche, qui dit démarche d'innovation, on dit aussi, du coup, déconstruire certaines approches, reconstruire de nouveaux repères, etc. Donc ça a été un élément qui a été important. Et puis, l'offre potentielle en économie de la fonctionnalité de la coopération. L'idée, ce n'était pas forcément de partir, de se compliquer non plus trop la tâche, vu qu'on est déjà sur une démarche innovante. Si on peut essayer de faire en sorte de se la faciliter, c'est quand même un peu mieux. Donc du coup, là, il y a eu un travail du côté du CIRID pour essayer de faire un recensement non exhaustif, bien sûr, parce que c'est compliqué, mais en tout cas d'offres, en tout cas de secteurs d'activité où il pouvait y avoir des offres en économie de la fonctionnalité et qui pouvaient être adaptées à des besoins à une collectivité. Je reviendrai juste après, j'ai un petit tableau avec les différents critères. Donc, à partir de ce travail-là, on a recensé en fait 7 marchés qui ont été ciblés. Donc, il y a eu le marché des gants qui a par la suite été retenu. Un petit peu trop vite. Oui, voilà. Bon. Non, il n'y a pas de souci. Donc, il y a 7 marchés qui ont été retenus. Donc, il y a eu le marché des gants, il y a eu un marché de téléphonie, de réservation de repas aussi pour le restaurant administratif de la collectivité, un marché de fontaine à eau, un marché de plateforme de retraitement de terres excavées en vue de réemploi sur les chantiers de la métropole, un marché de mobilier urbain et un marché de conception des espaces publics.
Donc, je ne détaille pas forcément le contenu de ces marchés. C'est tout renseigné sur le guide que j'ai évoqué là de l'ADEME. Si vous avez des questions, je pourrais répondre. Donc, quand on a identifié ces 7 marchés, il y a plusieurs critères qui ont été déterminés. Forcément, le portage politique, la motivation des équipes, parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Comme l'a évoqué Sébastien, il y a cette dimension de coopération aussi. Et quand on est dans une grosse machine, on a tendance à être dans cette approche un peu silotée, où les différents services se passent le paquet. Donc, c'est aussi important qu'il y ait cette dimension de facteur humain qui soit un élément favorable à cette démarche. Et puis, les utilisateurs finaux aussi, là aussi, c'était quelque chose d'important. Et puis, vu qu'on est dans une démarche aussi d'économie circulaire et de valeur ajoutée environnementale, il y avait aussi ce potentiel-là sur le gain environnemental potentiel qu'on allait viser par la suite. Donc, c'est cet ensemble de critères. Là, pour le coup, tu peux passer à la slide suivante. Je ne sais pas si ça va être lisible, mais de toute façon, vous y aurez également accès par la suite. Donc là, c'est un petit tableau en fait qui nous a permis justement de faire ce choix, en tout cas cette pré-identification des marchés qu'on allait pouvoir investir. Donc là, on voit le sujet motivation, portage, acceptabilité du marché. L'offre aussi, l'offre potentielle qu'on allait pouvoir retrouver, parce que l'idée, ce n'était pas non plus d'aller sur un marché qui allait être infructueux, qui est un petit peu une hantise quand même. Donc, il y avait cette notion qui était importante. Le potentiel d'intégration de l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il y a des marchés où c'est un peu plus, des sujets où c'est un peu plus compliqué de se transposer ou de transposer cette dimension d'unité fonctionnelle, de servicialisation. Donc ça fait partie des critères. Forcément, il fallait que ce soit en cohérence avec les politiques publiques. Et puis, il y avait aussi cette notion d'essaimage, et de se dire, voilà, il fallait aussi que ça serve non seulement au reste de la collectivité, mais aussi dans cette perspective, on va dire, CIRID et puis expérimentation avec l'ADEME, potentiel de réplicabilité, on va dire, sur d'autres marchés. Donc ça, c'est un tableau, un outil qui nous a servi pour le coup pour choisir le marché. En parallèle, quand on présentait cette démarche-là aux différentes équipes, aux différentes directions et services, forcément, il y a une étape, on va dire, qui est préliminaire et qui est importante, c'est celui de la sensibilisation. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Qu'est-ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité? Pour embarquer, c'est quand même important aussi qu'il y ait cette sensibilité-là à ces sujets et ces clés de compréhension sur les enjeux qui vont se jouer et comment est-ce que ça peut aussi leur faciliter la vie dans leur marché, ensuite sur la durée de vie du marché, et puis sur les gains potentiels que ça peut leur apporter en termes en gains économiques et financiers sur le marché, mais aussi en gains environnementaux, en termes d'exemplarité aussi, etc., etc. Donc cette démarche-là, elle est aussi importante à avoir en tête, de vraiment accompagner, en tout cas poser les premières briques pour faire en sorte que le sujet soit le plus facilement appropriable par les équipes. Donc, une fois qu'on a fait ce plutôt gros travail, important travail de choix et puis d'inventaire des différents marchés, là, du coup, on a choisi ce marché de fourniture de gants. Il y a une question, ouais. Nicolas, Ouais. est-ce qu'on peut revenir sur la slide d'avant et est-ce que tu vas nous bien en sûr. parler de l'avant-dernière ligne, l'impact sur le budget, de passer d'un budget d'investissement à un budget d'un côté à l'autre, entre fonctionnement et investissement, parce que ça, c'est des questions qui reviennent très souvent. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler après ou si c'est maintenant. Voilà. Alors, je peux le faire maintenant parce que j'ai pas spécialement prévu. Enfin, j'allais l'ouvrir à la fin, mais effectivement, c'est une bonne question.
on connaît tous les contraintes budgétaires dans lesquelles on évolue, et notamment la contractation des budgets plutôt de fonctionnement. Et pour le coup, alors quand j'étais des budgets d'investissement qui étaient encore épargnés, en tout cas moins contraints. Donc effectivement, ça fait partie des gros sujets. Qu'on a encore aujourd'hui, hein, pas que dans la commande publique, mais aussi au sein des entreprises. Quand on passe effectivement sur cette offre de mise à disposition de biens, bah, on change de prisme, même au niveau financier, ça passe dans des dépenses de fonctionnement, qui peut être un frein aujourd'hui, clairement, et qui est un frein. Donc ça fait partie également des critères de sélection sur cette expérimentation. Donc, je ne sais pas quelle est Antoine, la question qu'il y a derrière. Est-ce que simplement ça a été analysé? Oui. Et quelle réponse on peut y apporter? Bah, aujourd'hui, j'ai pas vraiment de réponse à y apporter, malheureusement. Merci, mais je pense que voilà, tu as répondu à la question. Moi, je pense qu'il y avait un élément que tu as évoqué, j'imagine que vous avez tous vécu, c'est que quand on est confronté à ce genre de blocage de différents services ou de différents budgets, ben, pour pouvoir jongler avec ça, il faut pouvoir travailler la transversalité. Ça veut dire qu'il y a le portage politique qui va bien pour pouvoir passer au-delà de ces freins-là. Je ne dis pas que ça règle tout, hein, mais j'imagine que c'est quand même une clé de la solution et que ça Tout à fait fait. partie des prérequis que tu nous as présentés juste avant. Tout à fait, oui. On a eu la chance d'avoir une élue qui était très porteuse du sujet, qui aujourd'hui est d'ailleurs première vice-présidente de la métropole et qui intègre la commande publique avec l'économie circulaire et l'économie à impact. Donc ça montre aussi la façon d'aborder le sujet. Donc effectivement, moi je l'avais dit sur la préparation, quand on parle de coopération, on parlait de PFH, de précieux facteurs humains, ou on peut le dire, même si c'est enregistré ou tu biperas, bon, j'en prends la responsabilité, de putain de facteurs humains quand ça fonctionne moins bien. Mais effectivement, c'est vraiment un élément clé de réussite à ne pas sous-estimer, et c'est quelque chose qu'il faut aussi préparer et qu'on a préparé. Vous allez le voir, c'est quand même un fil conducteur sur ce retour d'expérience-là, où la coopération et le dialogue, ça a été un élément clé dans cette démarche-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce marché de fourniture de gants? Bah déjà, les équipes étaient partantes pour aller sur ce marché-là. Il y avait un enjeu tu peux passer à la slide du coup suivante, pardon Sébastien, merci. Avec un constat, ou en tout cas une hypothèse qui était de se dire, bah voilà, on présume une surconsommation de ces gants. Et peut-être que je remets un peu de contexte. Je crois qu'il y avait il y avait une centaine de références de gants, parce qu'on imagine tous les métiers. Il pouvait y avoir des médecins, il y a tout ce qui est cuisine, il y a les rippers, il y a des garagistes, manutentionnaires. Donc on est vraiment sur un panel de métiers qui est très varié, avec une consommation qui est assez importante. Donc avec des enjeux aussi en termes de ressources qui étaient importantes. Donc on s'est dit, bah, il y a une surconsommation on présume une surconsommation de gants. Et des premiers retours qu'il y avait, bah, c'était dû à une mauvaise qualité ou une mauvaise adaptation aux usages aussi qui en étaient faits. Et des exemples qu'il y avait, c'était des rippers, par exemple, qui en hiver ou à l'automne, quand il y a pas mal de pluie, bah, ils n'avaient pas forcément de gants qui étaient imperméables. Donc forcément, quand on se balade toute une journée avec des gants qui sont mouillés, bah, c'est pas très confortable et on a tendance à changer beaucoup plus souvent de gants. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de ce décalage qu'il y avait entre le besoin et la réponse ou la non-réponse pour le coup, qui était apportée. Il y avait aussi un enjeu d'engager contractuellement les fournisseurs sur des objectifs. Parce que du coup, on se disait, bah, cette surconsommation de gants, la métropole a une part de responsabilité, mais le fournisseur a aussi peut avoir une part de responsabilité
pour justement aller enquêter quels sont les besoins, quel dispositif est-ce que je peux mettre en place pour mieux m'adapter et comprendre les usages. Donc avec cette notion de confort, tout à l'heure Sébastien parlait de performance d'usage, donc nous c'était un petit peu notre boussole, c'était le confort des usagers qui devait permettre in fine à arriver à une consommation optimale de gants. Et puis, il y avait un potentiel de réplicabilité qui était aussi intéressant sur la construction. Donc, il y a eu une fois qu'on a déterminé ce marché, qu'on a choisi ce marché, du coup, il fallait identifier les différentes personnes à mobiliser pour se mettre en mode projet et mener cette expérimentation. Donc, il y avait le service écologie dans lequel moi j'étais, donc en tant que chargé de mission économie circulaire. Donc, nous, on était au pilotage de cette action-là d'expérimentation en interne, en apportant cette expertise environnementale aussi, notamment économie circulaire, sur ensuite la conception du marché. Il y avait la direction des achats, bien entendu, la direction de la commande publique, donc qui a accompagné à la rédaction avec tous les juristes, l'équipe de juristes qu'il y avait, la direction des ressources et des moyens généraux, qui étaient là les prescripteurs du marché, avec une structure qui s'appelle Épicentre, qui gère toute la logistique, la distribution des gants, différentes directions, etc. Et puis le réseau des préventeurs, qui était aussi partie prenante, parce que forcément on est sur des EPI, donc il y a des réglementations en termes de sécurité, d'hygiène, etc. Et du coup, ils ont mine de rien une part importante dans la rédaction du marché, et notamment dans le référencement des différents gants qui allaient être mis à disposition. Ensuite, du coup, la première étape, c'est de creuser un petit peu plus, parce qu'on a fait cette première étape que j'évoquais tout à l'heure de sensibilisation et d'acculturation à l'économie circulaire et à l'économie de la fonctionnalité. Donc là, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on va donner des exemples très concret, comme l'a fait Sébastien tout à l'heure, mais de manière un peu plus poussée. On a aussi mobilisé un cabinet d'avocats avec lequel on travaillait sur d'autres sujets, qui est venu aussi apporter certaines ressources, de définir les étapes, en tout cas de prédéfinir les étapes, parce qu'il y a aussi toute une différence entre ce qu'on a prévu et le réel, du coup, ce qui se passe par la suite. Et puis, chose importante, de définir le rôle de chacun en faisant une note d'organisation. Donc là, on tombe un petit peu dans le alors c'est pas forcément un travers, mais dans le fonctionnement d'une grande administration, où c'est important de poser quel est le rôle de chacun, qu'est-ce qu'il va apporter tout au long de l'étape. Là, pour le coup, ça permet de clarifier dès le départ qui fait quoi et dans quelle mesure et qu'est-ce que j'apporte. Ensuite, la deuxième étape, tout à l'heure, Sébastien a évoqué la performance d'usage, l'unité fonctionnelle. Donc là, on a fait ce travail sous forme d'atelier pour analyser en fait les différents besoins de ce marché, en fait, en interrogeant les usages. Donc là encore, ce visuel, vous y avez accès dans le document. Se rapprocher des usagers, donc des consommateurs finaux, pour essayer de voir quels sont leurs usages, de comprendre aussi en interne comment est-ce que ça fonctionne concrètement, du passage de la commande à la réception jusqu'à la livraison auprès du reaper, du cuisinier, des infirmiers, infirmières, etc. Donc voir quel est un petit peu le parcours client quelque part, et comment est-ce que du coup on peut essayer de fluidifier ça et d'anticiper les irritants qui peut y avoir. Alors, est-ce que les usagers étaient associés? Je vais y venir juste après. À cette démarche-là, enfin à cette étape-là, ils n'ont pas encore été associés. Parce qu'il se trouve qu'il y avait un contexte social qui était assez particulier aussi. Et du coup, il y a eu ce parti pris de ne pas les associer tout de suite, et plutôt de passer par des représentants, comme les préventeurs, par exemple, ou des représentants du personnel pour cet atelier-là.
Donc les préventeurs ont été associés. Pour le coup, c'était une première fois enfin une première fois. C'était plutôt rare sur un marché comme ça qu'ils étaient associés. Ça a aussi permis de dire, moi, Epicentre, donc celui qui gère les commandes, qui gère le BPU sur quelle référence je vais demander, et moi, préventeur, c'est quoi les normes métiers, les réglementations de métier auxquelles je dois répondre, de créer ce dialogue-là. Côté collectivité, de comprendre comment est-ce que ça fonctionne aussi d'un point de vue budgétaire. On a parlé tout à l'heure des dépenses de fonctionnement, d'investissement, donc ça a permis d'identifier ces mécanismes de chacun, parce qu'on a tous un point de vue différent sur ces sujets-là, ou en tout cas une méconnaissance plutôt de comment chacun fonctionne. Et puis des effets utiles qu'on allait générer. Pour donner un exemple, on s'est dit que cette démarche-là s'inscrivait dans la feuille de route économie circulaire. Il se trouvait que par ailleurs, on travaillait avec des acteurs du réemploi et recyclage textile. Et on s'est dit, aujourd'hui, en fait, on essayait de développer une filière de retraitement de textiles professionnels. Donc on s'est dit, là, c'est intéressant parce qu'on a potentiellement une offre qui va déboucher sur des déchets textiles. Et du coup, comment est-ce qu'on anticipe le fait que ces déchets-là, qui aujourd'hui sont majoritairement incinérés pour plein de raisons différentes, mais notamment parce que ce n'est pas forcément des gants qui sont monomatériaux, par exemple, il y a plein de matières qui sont différentes. Donc, comment est-ce qu'on va pousser ça et pousser peut-être le fait que on va demander des gants qui sont monomatériaux, comme ça facilite le traitement. Donc, voilà, on a interrogé tous ces sujets-là également. Donc là, on a associé également la DPMG, donc la direction du patrimoine et des moyens généraux, les chefs de projet éco-responsabilité pour travailler sur ces sujets, la direction achat et les juristes pour commencer à réfléchir à comment est-ce que je vais traduire tous ces sujets dans mon marché, dans mes clauses. Donc là, ça a été une étape assez importante et assez intéressante pour le coup. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient « Ah, mais toi, tu fonctionnes comme ça, je ne pensais pas que c'était comme ça, les étapes avant, etc. » Donc là, c'était une démarche de coopération assez intéressante. Et qu'ils ont apprécié, du coup. Qui a été apprécié, il y a eu quand même quelques, on va dire, tensions au début, justement du fait de la méconnaissance et de l'incompréhension de comment est-ce que les autres fonctionnaient, et du coup de mettre en lumière les différentes étapes, de désiloter quelque part un petit peu les étapes du passage d'un marché. Ça a permis de faire comprendre à chacun quelles étaient les contraintes auxquelles ils étaient confrontés et se dire, bon, ok, je comprends pourquoi est-ce que tu me demandes ça, et toi aussi, est-ce que tu peux comprendre pourquoi moi je te demande ça? Et du coup, ça permet de fluidifier un petit peu les échanges par la suite. La troisième étape, du coup, et c'est Anne qui l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'importance du sourcing. Effectivement, cette coopération, c'est une externalité positive qui a été observée. Troisième étape, ça a été organiser la phase de sourcing parce que on s'est rendu compte, alors je ne sais pas si c'est un retour d'expérience que vous pourriez faire aussi. D'ailleurs, ce serait peut-être intéressant dans le chat de mettre un oui ou non. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, les acheteurs avaient plutôt peur d'aller rencontrer les acteurs économiques du territoire. Parce que concurrence déloyale, parce que favoritisme, etc. Donc, il y avait pas mal d'appréhension. C'était en 2019, c'est ça? C'était en 2019, ouais. Ouais. Donc, alors, je sais pas, pour le coup, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'ai pas d'expertise achat ou commande publique, mais voilà, c'est un constat en tout cas qu'on a fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait être partagé, mais du coup, on a organisé cette phase de sourcing qui a été intéressante et importante. L'objectif, c'était, nous on avait déjà quand même pré-sondé, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la potentielle offre en équilibre de la fonctionnalité qui pouvait arriver pour ne pas avoir un marché infructueux. Mais là, ça a permis de creuser un peu plus et du coup de connaître
quels étaient les acteurs du marché sur ces sujets-là, d'identifier aussi ce qu'ils pouvaient apporter en termes d'innovation, parce que on est sur un marché assez classique où on se dit comment est-ce qu'on peut innover sur un marché gant. Enfin, c'est pas forcément un secteur où l'innovation nous vient directement à l'esprit, donc voir quelles étaient les innovations possibles. De faire émerger potentiellement des synergies. On a parlé d'allotissement tout à l'heure, mais là, c'était potentiellement d'avoir plusieurs acteurs qui se réunissaient pour répondre à un même marché. Et puis de faire passer aussi comment dire, nos attentes vis-à-vis de ce marché, nos besoins en termes de démarche environnementale, en termes de traitement en fin de vie, en termes d'intégration des usagers aussi dans la vie du marché, etc. Donc, ça a permis de faire passer aussi des messages sur, voilà, nous, on a ce plan de métropole exemplaire. On est au début, mais on fait passer des messages aux acteurs économiques en disant, on va vous challenger maintenant sur ces sujets. Donc là, on a rencontré de mémoire, c'était 5 ou 6 acteurs qu'on avait ciblés, avec des axes de questionnement bien précis, pour le coup, qu'on avait préparés donc, ensemble en amont et qu'on a envoyé en amont aux entreprises pour dire, voilà, les 6, on va vous questionner sur les mêmes sujets. Donc, il y avait le sujet de la maîtrise des consommations. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être mis en place par les entreprises pour maîtriser la consommation? Comment est-ce qu'ils perçoivent l'accompagnement pendant le marché, la logistique, comment ça se passe, la gestion en fin de vie des produits, et sur le modèle économique aussi, est-ce que c'est un modèle économique uniquement de vente de volume, donc à l'unité de gants, ou est-ce qu'il peut y avoir une offre globale où on sort de cette logique-là et on se base sur d'autres indicateurs de satisfaction, de consommation optimale, etc. Donc ça a été une étape encore assez importante. Ça nous a permis du coup quand même, nous aussi, d'identifier des solutions, comme des stations de lavage, par exemple, pour des gants. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des gants qui pouvaient être réutilisés, et lavés. Les solutions de distributeurs de gants aussi, 24 heures sur 24, pour tout ce qui est faciliter la logistique sur certains métiers qui peuvent être sous tension. Donc voilà, ça nous a permis d'identifier tous ces sujets-là pour ensuite alimenter notre cahier des charges et nos réflexions par la suite. Donc du coup, Anne, tu fais aussi le constat que c'est encore peu, sur cette phase de sourcing, c'est peu ou c'est peut-être en développement. J'allais mettre que dans nos réseaux régionaux, tous nos adhérents sont sensibilisés, formés et effectivement ont bien identifié l'importance et certaines. Enfin voilà, si on fait pas son sourcing, c'est sûr qu'on passe potentiellement à côté d'innovation, on passe à côté d'opérateurs économiques qui proposent des offres plus vertueuses, etc. Mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que alors la structuration achat selon l'organisation achat selon le type de structure est très très différent. J'ai vu qu'il y avait Fabien de Bordeaux Métropole qui est là, donc effectivement là il y a un service achat commande publique qui est structuré, qui recense les besoins, qui appuie les équipes opérationnelles sur le terrain. Donc voilà, mais sur une plus petite communauté de communes où la personne finalement, parfois c'est très décentralisé sur des départements ou sur des petites communautés de communes où finalement chaque service a la main sur ses achats et où on a une vérification juridique. Et voilà. Mais voilà, selon les types de structures, on ne peut pas vraiment faire de généralité. Ouais. Par contre, effectivement, le côté, quand on se repose la question, et ça fait vraiment écho avec des témoignages que j'ai eus la semaine dernière dans le cadre d'événements qu'on a organisés, de méthodes, mode projet, hein, comme ça, effectivement, travailler en transversalité, coopérer, intégrer l'ensemble des parties prenantes. Je pense que beaucoup de personnes qui sont là sont déjà dans ce type de démarche. Donc, merci de le formaliser, de nous montrer ce côté feuille de route, parce que voilà, ça met des noms sur des pratiques qui se font déjà et qui méritent peut-être voilà, d'être voilà, accompagnés, diffusés, présentés, communiqués. Voilà. Ouais, et puis de le faire en réel, enfin de rencontrer, ouais. C'est aussi important, effectivement. C'est dur de le faire à chaque fois parce que ça prend du temps.
etc. Là, ce qui a été intéressant aussi, alors c'était particulier parce que c'est un cadre d'expérimentation, c'est que tous les services que je vous ai présentés avant, donc des préventeurs, prescripteurs, direction achat, commande publique, et nous, on a participé à ces rencontres. Donc, ça a permis aussi de créer un dialogue et de comprendre comment est-ce que les entreprises fonctionnent aussi. Je parlais tout à l'heure de coopération en interne et de comprendre les contraintes des autres. Ça permet aussi de comprendre les contraintes des acteurs économiques et vice-versa. Les acteurs économiques ont aussi compris la complexité et le nombre de personnes qu'il peut y avoir de la rédaction du marché jusqu'à son interlocuteur, jusqu'à la fin. Merci Jean-Christophe qui nous a fait un petit détail, un petit complément dans les commentaires. Même quand on fait un sourcing, on n'ouvre pas toujours tous les sujets à la discussion. Ouais. Quitte à faire un sourcing, autant proposer à l'entreprise d'aborder des sujets ouverts. C'est la réflexion qu'on a. On vous présentera après ce qu'on a prévu sur la Nouvelle-Aquitaine dans les mois à venir. Donc voilà sur cette phase de sourcing qui a été assez importante. Et du coup, ce qui m'intéresserait, Nicolas, est-ce qu'il y a une grille de sourcing EFC nouveau modèle qui existe, qui peut être partagée? Alors, pas à ma connaissance. Nous, ce qu'on avait fait, c'était très basique. Hein, il n'y a vraiment rien de sorcier. Ce qui était vraiment plus, on va dire, EFC, c'était cette dimension modèle économique. Donc, le dernier, prestation globale. D'interroger, aujourd'hui, on est sur un modèle classique de vente. Est-ce que vous proposez d'autres choses? Ça peut être de l'allocation dans un premier temps, mais en ayant en tête que l'EFC, c'est plus que de l'allocation. Il n'y a pas vraiment de... On s'était basé, c'était Thibaut Guessant, qui est acheteur de la ville de Lens-en-Gouel en Hauts-de-France, qui, me semble, avait, lors d'un atelier commande publique, et EFC, piloté par l'Institut, qui avait partagé un sourcing, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je pourrais vérifier. On est preneur de tout partage de documents de travail. J'imagine. Mais dans la mesure de ce que j'ai, je partagerai volontiers les ressources qu'on a. Du coup, sur la quatrième étape, du coup, ça a été l'arbitrage technique. Et c'est là, du coup, qu'intervient le sujet des usagers. Pour le coup, l'idée est d'arriver à une consommation optimale et donc d'être adapté aux besoins. Forcément, ça nécessite des retours usagers. Donc, on avait questionné les entreprises sur cette phase de test, de mettre des phases de test toutes les années ou tous les 6 mois pour venir tester de nouveaux modèles pour récolter les retours. C'est avec la notion de plan de progrès aussi, parce que forcément, qui dit consommation optimale dit aussi monitoring et pilotage de cette consommation. Donc là, en fait, l'idée, c'était de se dire, sur les 6 premiers mois du marché, ça va être notre période de référence. Et ensuite, on va mettre en place différentes mesures, des phases de test, des phases de retour des usagers pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette consommation-là. Donc là, gros travail en interne sur comment est-ce qu'on va mettre en place ces phases de test, ces retours clients, sur quel marché. Et honnêtement, là, ça a été très, très complexe, avec une tentative de ma part d'essayer d'être facilitateur pour faire une nouvelle note d'organisation, cette fois sur les différentes étapes de ces phases de test et ce plan de progrès, pour dire qui fait quoi, à quelle fréquence, etc. Donc, c'est à cette étape-là qu'on a eu des réflexions sur l'intégration des usagers. Une formulation sur les objectifs environnementaux en termes de labels, en termes d'utilisation des matières et des matériaux, d'essayer d'être sur du monomatériau quand c'est possible et quand le règlement le permet, d'essayer de préidentifier des filières aussi de retraitement par la suite. Et puis du coup tout ça en coordination avec le réseau des préventeurs qui sont un peu le garde entre guillemets les garde-fous du type de produit qu'on va pouvoir demander.
J'ai une question, Nicolas, Oui. si je peux. À cette étape des tests utilisateurs, est-ce que vous aviez à côté de vous un tiers de confiance qui n'était aucune des parties prenantes internes à la collectivité, qui était peut-être un conseil sur le côté, qui vous a, qui a pu servir de médiateur quand ça coinçait un petit peu, quand c'était un peu plus tendu ou compliqué? Alors, en fait, on n'est pas allé, on n'a pas réussi à intégrer cette notion de test. Mmh. Ça a été sur l'arbitrage technique, justement, sur comment est-ce qu'on envisage de mettre ces phases de test et sur les plans de progrès. Donc là, du coup, en rédaction de pièces marché, où pour le coup, c'était un peu nous. Donc quand je dis nous, c'est Service Écologie, donc moi et ma collègue, qui faisions un peu ce tiers de médiateur, Confiance, tiers ouais, de ouais. confiance, on va Mmh. dire, qui disait, bon, bah, nous, on ne va pas être utilisateur, on ne va pas être prescripteur, on ne va pas passer les commandes, on essaie juste de mettre de l'huile dans les rouages et de faire en sorte que ça facilite la vie de tout le monde. Et en fait, on n'a pas réussi à le pousser, cette phase de test-là. C'était assez frustrant d'avoir passé quand même pas mal de temps sur ce sujet, mais ça a été un élément d'enseignement quand même en interne, de se dire bah, il y a une importance. On était sur un sujet, mine de rien, qui était assez sensible, comme je le rappelais tout à l'heure, sur un point de vue social, parce que le gant, quand on le donne, ça, c'est un peu une valeur personnelle, en fait, on le donne à l'agent. Donc, ça veut dire que si on met des phases de test et qu'on lui dit bah, on cherche une consommation optimale, ça veut dire qu'on veut réduire, donc ça veut dire que j'utilise mal. Enfin, quelque part, on dit bah, vous faites mal les choses. Donc il y avait cette notion-là. Et puis, si on se projetait, enfin, nous, la façon dans laquelle on se projetait, c'était de se dire, bah, en fait, le tiers de confiance, in fine, c'est aussi l'entreprise qui arrive, qui est extérieure, qui, si on arrive dans la rédaction du marché, à l'engager aussi sur une performance, et la performance était une juste consommation, et du coup de sortir de cette logique de volume. Alors lui, ça ne voulait pas forcément dire qu'il allait gagner moins, de vendre moins, d'utiliser moins de... Parce qu'on avait bien compris aussi le mécanisme, de se dire, bah, si on lui propose de vendre moins et de le rémunérer moins, bah, forcément, c'est pas gagnant pour lui. Donc voilà, on avait essayé de mettre en place un mécanisme économique, d'avoir cette approche coût global aussi, qui permettait de faire en sorte de trouver un terrain d'entente. Et lui, il disait, mais moi, je veux bien mettre en place ces phases de test, sauf que je ne peux pas être le seul à m'engager. Donc là, on voit bien la dimension de coopération qui se joue. Moi, je ne peux pas être le seul à m'engager sur la réduction de la consommation de gants. Vous aussi, métropole, que ce soit préventeur, que ce soit agent, etc. Vous avez aussi une part de responsabilité, de gestion de logistique, de compréhension de besoins de vos agents, etc., etc. Donc là, il y avait vraiment un co-engagement qui devait se faire. Et là, c'était intéressant dans les discussions. Donc ensuite, on a rédigé les pièces de marché, on a publié. Et là, il y a eu un tout petit grain de sel vraiment qui est arrivé dans les rouages quand on est arrivé à cette rédaction. C'est le Covid. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc forcément, eh ben, le plan de progrès, il est passé à la trappe parce qu'on n'allait pas se casser la tête à mettre en place de nouveaux dispositifs d'innovation quand on devait gérer l'achat de millions de masques et de gants, etc. Donc, c'est tombé un petit peu au mauvais moment. Donc, pour vous rassurer, il y a d'autres marchés qui ont fonctionné sur l'expérimentation. Celui-là, en termes de résultats visibles, il n'a pas fonctionné comme on le souhaitait. Par contre, sur ce que la démarche a apporté en termes d'effets utiles et d'externalités positives, pour le coup, qui ont été engendrés, là, ça a quand même apporté beaucoup, où les rédacteurs marché, ils avaient quand même compris le truc, ils se sont dit, bah,
Maintenant, j'ai des clés de lecture un peu différentes sur cette approche globale. Les juristes, pareil, sur la rédaction des clauses, ils envisageaient plus le code de la commande publique comme un truc qui vient les cadrer et resserrer la démarche, mais plutôt comme quelque chose où il y a plein de choses qui sont possibles. Il faut aller piocher et c'est simplement simplement entre guillemets, mais comment est-ce que je rédige, on va dire, les choses et on le voit pas comme un contrat de mariage où tout va mal se passer et on garde, on anticipe toutes les mauvaises choses, mais plutôt comme quelque chose d'ouvert et qui permet de faire des choses. Donc ça a été des effets utiles qui ont été bénéfiques. Le côté sensibilisation des équipes, parce que mine de rien, il y a pas mal de services et de directions différentes qui ont été intégrés dans la démarche. Et ça a été plutôt riche avec des retours d'expérience vers d'autres directions et d'autres services en interne. Une méthodologie aussi qui a été testée, puis ensuite améliorée sur le sourcing, sur l'analyse des besoins fonctionnels, etc. Donc, que vous pouvez retrouver dans le guide. Une meilleure coopération, et c'est ce qu'évoquait Antoine et ce que j'évoquais, une meilleure coopération entre les services, donc cette notion de transversalité. Et puis des tests, alors qui n'ont pas fonctionné de manière concrète, mais on a quand même amorcé des sujets sur les plans de progrès, sur les critères environnementaux, qui ensuite, on parlait de réplicabilité tout à l'heure, qui ont ensuite servi de base quand même pour aller sur d'autres choses. Donc, ce qui n'a pas été possible, du coup, c'est cette place pour la démarche d'amélioration continue et le plan de progrès qui était vraiment le gros truc. Et moi, de ce retour d'expérience-là, de manière générale, s'il y a un outil que je devrais ressortir, c'est vraiment ce plan de progrès qui est à la fois, je trouve, un outil qui favorise la coopération entre celui qui passe le marché et le titulaire du marché. Ça permet vraiment de se mettre dans cette démarche d'amélioration continue et puis de dialogue. Et puis, de progrès, ça peut être progrès sur plein de choses, sur le fonctionnement, mais aussi sur l'adaptation aux besoins. Là, on était dans une démarche économie circulaire, donc aussi d'aller travailler sur ces sujets, parce que un marché, ça peut être long, ça peut durer jusqu'à 4 ans. Donc, il y a des technologies ou des choses qui aujourd'hui n'existent pas, mais qui dans 1, 2, 3 ans peuvent arriver. Donc, de permettre à ces nouvelles solutions qui vont arriver d'être sollicitées dans le marché, c'est aussi quelque chose qui a été aussi très important. On a aussi travaillé pour faire un côté, on va dire, un peu plus optimiste et positif. On a travaillé sur des marchés qui ont bien fonctionné. Le marché, peut-être que vous connaissez, parce que c'est c'est celui sur lequel on communique le plus. C'est la slide d'après, Sébastien, si tu veux bien, là, merci. C'est celui d'un marché d'éclairage sur les Halles Clémenceau à la ville de Grenoble. Que je vais vous partager aussi. J'ai gardé le lien tout près, qui est aussi dans le guide Intégrer l'économie de la fonctionnalité dans la commande publique. Où là, pour le coup, on a réussi vraiment à sortir de cette logique de volume. Donc, c'est l'entreprise titulaire du marché qui reste propriétaire de la solution d'éclairage. Il y a un engagement à la fois sur la performance d'usage, parce que c'est une halle où il y a plein d'usages différents, sportifs, culturels, télévisés, scolaires, etc. Donc, il y a un besoin d'adaptation de l'éclairage qui n'était pas ici avant. Il y a un enjeu de performance énergétique aussi, sur lequel on a réussi, sur l'entreprise s'est aussi engagée. Un côté serviciel avec de la maintenance prédictive, préventive, curative aussi sur ce marché. Donc pour le coup, c'est un retour d'expérience assez intelligent et intéressant. Pourquoi est-ce que je ne voulais pas présenter? Parce que tout simplement, je n'ai pas travaillé dessus et j'aurais pu vous lire le guide, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus de valeur ajoutée de témoigner sur cette expérience des gants qui n'a pas forcément débouché sur quelque chose de réussi en termes de visible, mais par contre sur la démarche, c'est aussi intéressant.
Avec la métropole de Lyon, on a travaillé aussi sur, enfin ils ont travaillé après que je sois parti sur un autre marché de stand aussi pour l'événementiel en fonctionnalité, avec une notion de réemploi, d'adaptation aux différents usages, du coup sur les salons, de modularité, de matériaux biosourcés, notamment en bois, etc. Mais tout ça, ce sera dans vos lectures de chevet. Et sur le prochain webinaire qui sera organisé par l'ADI et la 3AR, vous pourrez avoir une évaluation, voir si vous avez bien lu ces documents. Il y aura un quiz. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Est-ce que vous avez des questions déjà sur les présentations? Moi, j'en ai 2, 3, mais est-ce que vous souhaitez, alors soit via le chat, soit en prenant la parole directement? Faut profiter de la présence de Nicolas Fango, hein. Merci beaucoup. Moi, ce que j'ai retenu quand même, c'était donc une grosse démarche projet pilotée par un service qui n'est pas le service achat. Et dans les retours d'expérience que vous avez pu avoir en rédigeant le guide, est-ce que c'est qui porte la démarche, qui la pilote précisément? J'entends la volonté politique, c'est l'axe 1, et puis derrière, qui porte la démarche? Et est-ce que c'est un peu toujours le même schéma ou est-ce que pas forcément? Non, sur les différentes expérimentations qu'on a menées, ça a été très différent en fait. Alors, on était plutôt sur le coup sur des grosses collectivités, ville de Grenoble, métropole de Lyon, communauté d'agglo, c'est plus petit, mais ça commence quand même à être important. On était sur des portages différents. Métropole de Lyon, c'était piloté par le service écologie et plutôt par l'équipe économie circulaire, avec un gros appui des élus, mais aussi de la direction achat qui était très impliquée. Côté ville de Grenoble, c'était la direction achat. Et côté Valence-Roman, c'était les prescripteurs du marché, donc plutôt le service, je ne sais plus quel service c'était exactement, mais c'était le prescripteur. Donc sur ces démarches-là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de schéma, on va dire, type. Ce que je dirais, c'est la volonté, même si on a vu que le portage politique, c'était important, mais il y a aussi le fait que les équipes soient moteurs et aient envie de porter ce genre de projet. Aujourd'hui, on commence quand même à avoir quelques retours d'expérience, d'avoir plusieurs outils qui arrivent, qui vont dans ce sens de l'achat responsable, que ce soit des SPAR, des SPASER, la loi AGEC, climat et résilience, qui introduisent quand même pas mal de choses. Le retour d'expérience qu'on a produit. Nous, on était parti de presque zéro, on va dire. Donc, de mon point de vue, j'ai quand même, je pense que c'est quand même important que ce soit la direction achat qui porte le sujet, parce qu'elle a cette connaissance, on va dire, du monde des achats techniques. Et après, à elle d'embarquer aussi les différentes équipes et puis d'outiller les différents services pour aller dans ce sens-là. En fonction des enjeux, il y en a des services vont avoir des enjeux complètement différents. Donc, ça peut être sociaux, ça peut être économie circulaire. Il y a plein de sujets différents. J'ai une autre question. Ça évoque vraiment, alors là, on va plutôt être sur les leviers qu'on va pouvoir activer en termes de procédure, de rédaction de marché. Ça fait vraiment penser à tous les leviers en matière d'innovation. Est-ce que est-ce que vous avez été sur des marchés innovants? Est-ce qu'il y a ces techniques d'achat spécifiques qui ont pu être des techniques d'achat spécifiques qui ont pu être mobilisées? Alors, et quel lien avec l'innovation, avec l'approche innovation? Ouais, ça a fait partie des sujets. Alors, nous, on n'avait pas, vu qu'on était pilote, quand je dis nous, du coup, on va dire au service écologie, et puis même le CIRID quelque part, on n'avait pas forcément cette connaissance au départ du monde des achats et des différentes possibilités du type de marché, si c'était bon de commande, si c'était en dialogue compétitif, si c'était en marché innovant, etc. Là, sur ce marché, on est sur
un mini à 280 000 euros et un maxi à plus de 800 000 euros. Donc, c'était quand même sur un marché assez important. Sur le marché, j'ai évoqué tout à l'heure, parmi les 7 marchés qui avaient été ciblés, il y avait un marché de réservation de repas. Où pour le coup, là, on s'était posé la question de passer par un marché innovant, parce que si ma mémoire est bonne, c'est moins de 40 000 euros C'est l'ancien décret de Noël, oui, qui est maintenant dans le code de la commande publique. Je ne connais pas par cœur le lien sur les J-France, mais effectivement, le seuil de mise en concurrence et de publicité est monté et rehaussé à 100 000 euros. Donc, normalement, c'est 40 000 et c'est rehaussé à 100 000 euros. Okay. Si Jean-Christophe, tu m'as spoilé. Okay. Donc, à l'époque, il me semble que c'était 40 et puis il fallait. C'est quelque chose qu'on a travaillé, mais après, il y a eu toujours la peur de se dire il faut qu'il n'y ait pas d'offres similaires qui soient en place sur le marché. On n'a pas une connaissance exhaustive des acteurs du marché. Donc, on a un petit peu écarté ce sujet-là. Il y avait la fonctionnalité aussi sur ce marché-là, il n'était pas évident à appréhender. Donc on l'a mis de côté, mais effectivement, je pense que ce dispositif-là, ce type de marché-là, c'est aussi intéressant. Enfin, pour moi, je pense que c'est un levier qui est super intéressant à mobiliser. Ouais. Et ça, c'est des choses qu'on retrouvera dans votre livre de chevet? Ça doit certainement être évoqué. Je le connais pas par cœur. Vous lisez pas le dernier commentaire là, non, les 100 000 euros, ça c'est pour les achats innovants. Oui, effectivement, les achats de travaux aujourd'hui sont rehaussés à 100 000, mais pour des achats innovants, ce seuil de 40 000 euros est remonté à 100 000 euros. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon, c'est parfait, c'est que c'était complet. Je vous envoie un petit... clair, soit j'ai perdu. Ouais, je vous envoie un petit sondage. Allez, c'est parti. Dans le chat, je pense que ça arrive. Et comme ça, on va en profiter pour c'est bon, vous l'avez eu? Ouais, c'est bon. On va en profiter pour voir un peu. Alors, nous, en région Nouvelle-Aquitaine, donc l'appui aux filières, l'appui aux entreprises, il y a pas mal d'actions qui ont été portées par l'ADI avec donc le soutien de l'ADEME et de la région. Marie-Lise l'a bien présenté tout à l'heure. On va entrer un peu dans le détail des actions et des accompagnements. Donc, Aline, Sébastien, on vous laisse la main et puis on vous laisse remplir le sondage. C'est bon, vous l'avez. Ouais, est-ce que voilà. Alors, on a quelques réponses. Le sondage, il est dans le chat là. On n'a pas encore de pro de l'EFC. Jean-Christophe, tu n'as pas répondu. Aline, tu veux. À toi, Sébastien. Oui. On est sur plutôt, on en est loin dans nos démarches. Ouais, moitié-moitié. En fait, finalement, vous êtes tous un petit peu, voilà, vous identifiez dans vos démarches que vous avez intégré des méthodes de travail, une approche qui s'approche de ce qu'on vient de dire. Merci beaucoup pour vos réponses. À vous. Je vais peut-être vous parler d'abord des parcours d'accompagnement et d'acculturation à l'EFC qu'on a proposé déjà sur une première session et qu'on relance cette année pour une deuxième session. Le parcours d'accompagnement des entreprises, c'est un parcours dans lequel on va associer des entreprises ou des acteurs de l'ESS, y compris associatifs, qui peuvent être de partout dans la région, qui vont former une promotion de 10 structures qui, pendant 1 an, vont être accompagnés sur 15 temps forts, quelques-uns en distanciel, mais surtout du présentiel, pour travailler ensemble sur comment l'EFC peut faire pivoter leur modèle économique. Et ils vont se demander, au cours de ces parcours-là, quelles sont les limites de leur activité économique aujourd'hui, contre quoi ils se cognent aujourd'hui dans leur modèle présent, et quels seraient les freins qu'ils ont besoin de contourner, qu'ils ont besoin de dépasser. Et à partir de là, ils vont regarder aussi par rapport à leur offre, ce qu'elle apporte de réellement utile
soit à leurs clients acheteurs, soit à leurs clients utilisateurs, bénéficiaires, soit même à leurs parties prenantes, quels sont les effets utiles de ce qu'ils vendent aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont identifié tous les effets utiles de ce qu'ils vendent aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont identifié tous les bénéfices, tous les impacts positifs de ce qu'ils vendent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a même des choses de la valeur détruite par leur offre aujourd'hui dont ils ne s'étaient pas rendus compte? Je pense à quelque chose de très simple. Quand vous êtes un fournisseur et que vous choisissez de livrer avec des camions, selon la manière que vous avez de gérer vos entrepôts et votre livraison du dernier kilomètre, vous allez plus ou moins venir gêner la circulation ou en tout cas la vie des habitants là où vos camions circulent. Ça peut être une externalité négative d'une offre qui n'a rien à voir avec le sujet des camions. Donc, ils vont regarder toutes ces choses, ils vont identifier pendant 12 mois leurs parties prenantes, avec qui ils travaillent aujourd'hui, qui sont les clients avec qui ils arrivent déjà à créer une relation de confiance, autour des clients qui sont toutes les autres parties prenantes de l'entreprise. Ils vont regarder avec quel premier client ils pourraient imaginer d'engager un dialogue en toute transparence. Et en fonction de ce que le client exprime comme besoin, et c'est pas si simple de faire exprimer à quelqu'un ses besoins au-delà de je veux acheter tant de kilos, tant d'unités, tant de mètres de ci ou de ça, c'est pas si simple. Mais une fois qu'ils ont fait ça, ils vont se demander s'ils sont capables de délivrer cette nouvelle offre, cette nouvelle solution plus globale seuls, ou justement avec certaines parties prenantes avec qui ils ne travaillaient pas jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça va aboutir au bout de ce parcours d'1 an à finalement l'émergence d'une vision pour l'avenir de l'activité, de l'entreprise ou l'avenir de la structure ESS. Et en sortie de parcours, ils ont cette vision qu'ils doivent mettre en œuvre de manière opérationnelle avec soit le soutien d'ADI, soit le soutien de conseils qui sont de plus en plus nombreux maintenant dans la région à pouvoir accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de ces offres. Sur la partie parcours d'acculturation, ce sont des parcours plus courts de quelques jours qui visent à donner à voir finalement les grands principes de ce qu'est l'EFC pour une entreprise, de manière à ce que finalement l'entreprise ou la structure ESS, toujours pareil, on est très attentif à mélanger les deux économies, l'économie dite traditionnelle et l'économie ESS, parce qu'on pense que chacune a beaucoup à apporter à l'autre et c'est cette mixité, cette hybridation qui va créer de la valeur aussi au sein des groupes. Donc, de manière à ce que les structures qui auront participé au parcours d'acculturation évaluent leur maturité vis-à-vis de l'EFC. Et dans tout ça, on s'est rendu compte que c'est bien d'aider les entreprises à pivoter vers un modèle comme celui-là, mais si elles n'ont pas de clients face à leur nouvelle offre, on n'aura fait que la moitié du chemin. Et dans les clients, beaucoup des entreprises qu'on a pu accompagner la première année se disaient capables de s'adresser à des structures publiques, à des acheteurs publics et pas seulement à des acheteurs privés. Merci. On a des exemples? Tu as mis la carte, Ouais, Sébastien? Ouais. Non, mais je... Ah, coquin. Des exemples. Je peux la partager si vous voulez. Ouais, tu peux mettre la carte, par exemple, Ok. ça peut être bien. Ça montrera, peut-être comme ça, certaines personnes autour de la table virtuelle reconnaîtront des offreurs. On dit au revoir Nicolas, un grand merci pour ton intervention. Au revoir Nicolas. Merci, vous voyez désolé, tout le long, maintenant s'il y a je te besoin, Allez. je reste disponible. Merci. Ouais, à bientôt, merci beaucoup. Je peux vous citer en tout cas le cas de Promané, qui est une société qui référence auprès de divers fabricants et vend auprès des collectivités toutes les gammes nécessaires au nettoyage, tout ce qui est hygiène, sanitaire des bâtiments. Et si Promané est rentré dans le parcours avec nous, c'est parce que le dirigeant de Promané, qui venait de racheter l'entreprise avec son associé, nous disait, moi je suis embêtée parce que d'un côté, j'ai mon enjeu strictement économique qui est de vendre de plus en plus de litres de produits nettoyants ou de kilos de poudre nettoyante. Mais d'un autre côté,
j'ai moi ma conscience d'habitant de cette planète qui me dit mais le mieux serait que tu en vendes de moins en moins pour que de moins en moins de produits viennent finalement à être utilisés dans les locaux des collectivités et viennent à être en contact avec ceux qui fréquentent ces locaux. Donc, il nous a dit, mais comment on peut faire? Comment je peux finalement expliquer aux collectivités que moi, ce que je vends, c'est de la propreté et c'est pas des produits, c'est de la propreté. Et quel est l'écart que moi, je dois franchir, le fossé que je dois arriver à combler dans mon offre pour passer de je vends des produits à je vends de la propreté? Qu'est-ce que je dois rajouter? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Eh ben, il manque du service pour former les personnes qui utilisent les produits à les utiliser le moins possible, à ne pas abuser du dosage des produits. Il peut manquer de la capacité à sourcer des produits conçus plus durablement. Il peut manquer de la capacité à proposer des équipements physiques qui eux-mêmes vont être économes en produits plutôt que pas. Donc Promanet, c'est autour de ce sujet-là qu'ils sont venus rejoindre le parcours et ils font partie d'ailleurs des structures qui auraient envie à l'avenir de peut-être tester un dialogue sur ce sujet-là avec une collectivité que ça pourrait intéresser pour peut-être co-construire ensemble une première, opérationnellement une première offre. Ok, merci Aline. Le temps file, je me fais le maître du temps. On a une main levée. On finit vite nos présentations et puis après on prend les questions si ça vous va. Ou sinon, vous pouvez poser la question dans le chat. Hein, vous n'hésitez pas, on vous répond si c'est… voilà. Oui, je finis juste rapidement sur du coup un dispositif qu'on a lancé nous en 2023 qui s'appelle Voix de pionnier et donc il y a un témoignage en visio tous les premiers vendredis de chaque mois. On s'est associé avec d'autres structures dans d'autres régions qui travaillent sur l'EFC pour proposer justement ce témoignage d'un dirigeant ou d'une dirigeante par mois qui présente l'innovation qu'elle a faite dans son modèle économique et qui mobilise un ou plusieurs piliers de l'EFC et qui peut aussi justement donner des exemples et inspirer sur le fait déjà que l'EFC peut accompagner des démarches d'entreprise dans n'importe quel secteur d'activité, n'importe quelle taille et voilà, quelles que soient les modalités. Et donc, ça peut aussi donner des inspirations et vous montrer aussi la diversité des accompagnements que l'on fait. D'autant plus que là, cette année, depuis janvier, on a eu plusieurs entreprises qui travaillaient avec des acteurs publics. Donc voilà. Et si jamais vous êtes pas dispo, il y a les replays qui sont disponibles en vidéo. Je vous ai mis le lien. De toute façon, on vous enverra le support en sortie. Donc, et le lien pour s'inscrire, du coup, on enverra tout ça avec aussi. Hein. Ouais, super. Voilà. Et justement, la personne qui levait la main, c'est l'association EIMA. Oui, qui levait la main pour poser une question. Oui. Oui, ma question c'était est-ce que du coup il va y avoir d'autres accompagnements parce qu'en termes d'économie de la fonctionnalité sur l'ameublement, nous on est spécialiste du réemploi de bureaux, fauteuils, chaises, armoires, mobilier d'hébergement électrique, etc. Et c'est vrai que c'est assez innovant pour des recycleries de proposer du matériel professionnel qui nous est donné par des grandes entreprises, la BPCE, Orange, Nestlé, Renault. On reçoit en ce moment, par exemple, 20 semi-remorques de la BPCE qu'on fait arriver dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, on est en contact avec des grands fabricants de meubles de luxe, Worth, Steelcase. Ils n'en peuvent plus de faire de l'éco-conception et de voir leur matériel mis en benne par le privé au bout de 5 ans parce que c'est amorti. Donc voilà, on disait dans la première présentation, il était évoqué le fait qu'il n'y a pas de place sur le marché pour du mobilier, pour du matériel éco-conçu à cause des prix. Mais c'est vrai qu'en seconde main, voilà. Et nous, on est une association loi 1901 et le surplus de nos ventes finance des actions de solidarité locale et internationale. Et donc voilà, on a 1500 adhérents pro aujourd'hui qui nous achètent du mobilier professionnel. Il y a 91 mairies, la communauté d'agglomération du Pays Basque, le département des Pyrénées-Atlantiques qu'on reçoit aujourd'hui pour un séminaire ESS et territoire. Et voilà, tout ça pour dire que tout ce mobilier, aujourd'hui, il y a des tonnes qui sont jetées parce qu'il y a des déménagements de grandes entreprises qui ne veulent pas déménager leur mobilier. Il y a des lignes comptables qui sont renouvelées, ils veulent renouveler leur matériel ou le matériel est amorti. Et du coup, voilà, nous, on reçoit tout ce matériel qui peut profiter aux collectivités publiques en Nouvelle-Aquitaine à petit prix.
Et on en est voilà, à l'âge de pierre parce qu'on a 10 000 m² de stockage, 35 salariés et on n'est pas une entreprise d'insertion, on est professionnel. On a une flotte de 11 camions et voilà, en synthèse, il y a ce gaspillage par le secteur privé qu'on récupère. Et en fait, on est finalement peu sollicité par les collectivités parce que peu de monde sait qu'ils peuvent se fournir en grosse quantité chez nous. On a encore des élus ce matin qui ne savaient pas que la loi AGEC les oblige à se fournir à hauteur de 20% avec du matériel issu de matières recyclées ou en réemploi. Et donc voilà, on est, nous, en tant qu'acteurs, un peu déconnectés de la commande publique, tout comme parfois la commande publique est déconnectée aussi de l'économie existante. Je vous partage dans le chat 2-3 liens de nos hangars, mais voilà, ma question c'était ça. Est-ce qu'il va y avoir d'autres parcours du coup, vous anticipez bien la suite des diapos. Tu peux avancer, Sébastien. Complètement. On vous aime bien, Emma. Vous êtes souvent sur les événements et puis c'est bien d'avoir des structures innovantes sur le territoire. Les prochaines étapes, voilà, on voulait vous les présenter. Donc, nous, dans le cadre de nos dispositifs d'accompagnement sur les SPASER, si vous avez suivi depuis le début et la région qui présentait son schéma de promotion des achats socialement écologiquement responsables, on a un dispositif d'accompagnement qui vient d'être lancé. On va accompagner un panel d'acheteurs publics qui souhaitent se lancer ou piloter leur schéma. Et dans les ateliers collectifs, dans les temps collectifs, on va creuser certains sujets